28 ans plus tard est devenu un film très attendu grâce à une bande-annonce absolument excellente qui a attiré énormément de monde et fait monter l'anticipation de manière inespérée pour une suite qui porte nécessairement le risque d'être celle de trop. Alors Danny Boyle a-t-il bien fait de revenir à ses chers infectés? Cette vidéo sera d'abord sans spoiler pour vous donner des pistes dans la décision d'aller le voir ou pas en salle de cinéma, puis on passera au spoiler pour creuser l'analyse. On a donc le retour du duo créatif initial et pas n'importe lequel quand même, avec Danny Boyle à la réalisation et Alex Garland au scénario. On aura au moins un film de plus ensuite, voire deux si le box-office de ce 28 ans plus tard est suffisant. Tout ça pour souligner que Boyle et Garland sont plutôt confiants dans le pitch de ce retour en force. Si on y ajoute une distribution qui compte Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes, on sent que l'idée n'est pas de revenir faire de la figuration, mais bien de raviver la fureur des fans. Pour simplement poser les bases sans révéler grand-chose, le duo créatif a décidé de contenir le récit et l'infection aux frontières naturelles de la Grande-Bretagne. Ainsi, contrairement à ce que pouvait laisser suggérer la fin de 28 semaines plus tard, le continent a réussi à éviter la diffusion de l'infection et la Grande-Bretagne est une zone de quarantaine absolue depuis 28 ans. Dans l'ensemble, j'ai apprécié ce 28 ans plus tard qui en dit bien plus que ce à quoi on pourrait se limiter en se contentant de suivre l'histoire au premier degré. J'ai hâte d'aller vers ces points d'approfondissement, mais ils impliquent des spoilers, donc ce sera pour tout à l'heure. Quand on parle de la distribution du film, on devrait toujours citer Alfie Williams qui joue Spike, un enfant de 12 ans qui est le véritable protagoniste principal. Il en découle un déroulement qui prend parfois des allures de conte initiatique et surtout de l'inévitable rite du passage à l'âge adulte. Néanmoins, le film en propose à la fois une version premier degré et une déconstruction. Les réactions quant à la forme seront forcément contrastées car Danny Boyle ne cherche certainement pas à faire l'unanimité. Pour commencer, on a souvent des images à la saturation élevée, ce qui sans doute peut s'expliquer en partie du moins par le choix d'avoir tourné le film sur iPhone 15 Max pour certaines séquences, même si cela reste un choix de colorimétrie en post-production bien sûr. Les effets de style sont nombreux et concernent le plus souvent les impacts notamment de flèches sur le corps des infectés. Certains spectateurs apprécieront cette patte très affirmée qui s'éloigne de la vie si conventionnelle voulant qu'une bonne réalisation est une réalisation discrète, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Dans le style typique de Boyle, on peut y ajouter un montage qui se calque sur le rythme de l'action, quitte à devenir très haché lors de brèves séquences. C'est aussi un moyen d'exprimer l'état d'esprit des personnages avec des images qui s'enchaînent très rapidement en situation de panique. Pour ma part, j'ai trouvé que l'effet sur l'impact de flèche était trop utilisé et en devenait presque gênant, en détournant l'attention de ce qui se passait à l'écran. En revanche, j'ai souvent apprécié la nervosité chaotique du montage et certains inserts issus de films ou documentaires qui viennent remettre en contexte les passages qui les accompagnent pour asséner avec force le propos véritable. C'est vrai, ce n'est sans doute pas l'approche la plus subtile, mais parfois c'est bien de ne pas l'être, et même comme ça, il y a moyen que certains passent à côté ou interprètent l'intention de travers, donc bon. Les infectés sont toujours aussi effrayants, sachant que ce nouvel opus affiche clairement les nouvelles directions vers lesquelles ces pauvres créatures ont évolué en près de 30 ans. Répugnant et pathétique pour certains, encore plus flippant et dangereux qu'avant pour d'autres, c'est un aspect qui ne déçoit pas, mais qui peut néanmoins laisser sur sa fin si on s'attend à un cache-cache mortel en non-stop sur toute la durée du film. En effet, ce 28 ans plus tard concentre son histoire sur ces personnages humains, même si c'est pour développer un propos qui a un rapport direct avec les infectés eux-mêmes. On pourrait avoir de prime abord l'impression de deux films réunis en un seul et manquant un peu de cohésion, comme si le réalisateur n'avait pas réussi à donner de la substance à un patchwork d'idées en vrac, mais j'y vois plutôt une structure totalement assumée qui établit un parallèle affiché et presque accusatoire. Vous l'aurez compris, 28 ans plus tard est un film de zombies qui a un message, ce qui est certes la moindre des choses, mais on sait que le genre zombie a déjà pu virer au spectaculaire pur et simple et oublier ses racines de critique sociale sous acide. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la manière dont les motivations humaines restent au cœur de l'histoire ou au centre de l'attention. 28 ans plus tard n'est pas un film centré sur les zombies, qui ne sont pas vraiment des zombies, bien entendu, et j'y reviendrai dans l'analyse, mais un film centré sur des humains confrontés à leur humanité au travers de celle reniée aux infectés. Le film n'est pas parfait et on peut sans doute nourrir une certaine frustration sur certaines ouvertures qui semblent rester inexploitées ou sur l'absence d'une véritable montée en puissance orientée uniquement sur la pure adrénaline et l'indéniable photogénie horrifique des infectés. En allant voir ce film, il est aussi préférable de savoir à l'avance qu'il est clairement pensé dans un plan sur 2 ou 3 longs métrages. On sait que le prochain a été tourné directement à la suite de 28 ans plus tard, mais sous la réalisation de Nia DaCosta. Un choix intéressant qui permettra à la réalisatrice de rebondir suite à l'échec commercial du film The Marvels,
alors que je ne pense pas que sa réalisation ait grand chose à voir avec le destin de ce film Marvel. Si je souligne qu'il est préférable d'avoir cette vision en tête, donc plusieurs films, c'est que dans le cas contraire, on pourrait être légitimement agacé par une fin pour le moins surprenante, et qui est une évidente ouverture à une suite. Un film peut-être légèrement inégal, quoique c'est discutable, qui fait un peu trop d'esbrouf visuel, avec en contrepartie une véritable proposition stylistique, et surtout qui a quelque chose à dire, n'a clairement pas perdu la main pour rendre les zombies flippants, et n'oublie pas d'inscrire l'essentiel de son propos dans l'histoire de personnages touchants portés par d'excellents interprètes. Pensez à vous abonner à la chaîne, voire à devenir membre si vous appréciez mon travail, et n'oubliez pas que dans le cas contraire, on ne verra jamais le 3e film Dune de Denis Villeneuve, ni la suite de Batman de Matt Reeves, et surtout, tous les films de l'univers à venir seront réalisés par Michael Youn. Il est temps maintenant de passer à l'analyse des thématiques du film et donc aux spoilers. Avec 28 ans plus tard, Boyle et Garland avouent des inspirations telles que le Brexit et le Covid, mais franchement, on y voit surtout autre chose. Alors oui, certes, la Grande-Bretagne isolée du reste du monde, mise en quarantaine, donc Brexit, oui ok, on a compris. Et oui, c'est vrai qu'on a aussi un peu d'exploration de cet état d'esprit isolationniste dans la vie de cette petite communauté vivant sur l'île de Lindisfarne, et notamment au travers de l'état d'esprit du père de Spike, Jamie, notamment dans sa vision du reste du monde et notamment du Dr Kelson. Ceci étant dit, pour moi, ce film traite surtout de la violence si profondément inscrite chez l'être humain et le plus souvent appliquée par les hommes. En emmenant Spike dans ce rite initiatique de passage à l'âge adulte, il veut faire de son fils un dur, un tueur d'infectés, un soldat, un homme, un héros mythique. Cette égalité qui est mise entre hommes et soldats, entre hommes et tueurs, est à la fois problématique et absolument pas nouvelle. Les insertions du poème Boots, qu'on avait déjà dans la bande-annonce avec un effet super efficace, sont là pour souligner que l'humain est une espèce de guerre et de mort, mais aussi d'endoctrinement dans ces mythes guerriers qui cherchent à donner un sens à ce goût de la destruction. Lorsque Jamie et Spike trouvent le cadavre à demi dévoré d'un cervidé, Jamie admet qu'étrangement, il aime l'odeur des intestins répandus. Il s'agit de mettre en évidence son aspect sauvage, bestial. C'est à la fois un élan vital nécessaire, parfois beau et remarquable, qui fait de lui un homme désiré et qui l'entraîne à succomber à ses pulsions alors que son épouse se meurt doucement chez eux. Le casting d'Aaron Taylor-Johnson est excellent car il vient servir le propos, tandis qu'on a une version de comportement de mâle alpha qu'on retrouve mise en abîme par la version infectée de cette notion de mâle dominant et dangereux. Quand Isla, la mère de Spike, traite son mari de tous les noms et s'oppose à la sortie de leur fils à un âge aussi bas, on peut clairement penser qu'elle a toutes ses facultés et que, sur le fond, elle a salement raison. Alors oui, on peut faire des raccourcis et ranger cette histoire parmi les archétypes freudiens en tuant le père pour reprendre sa place auprès de la mère. Difficile de nier les éléments en faveur de cette lecture, mais elle me semble rester trop superficielle. Pour moi, on est ici beaucoup moins sur un complexe d'Oedipe que sur la représentation d'une des dures réalités de la vie, celle qui force à passer du statut d'enfant qui dépend des soins de ses parents à celui de personne référente qui doit prendre soin de ses parents atteints par l'âge, la maladie ou les deux. C'est un point de bascule qui est toujours cruel, mais qui l'est terriblement pour un enfant de 12 ans. Le véritable passage à l'âge adulte de Spike ne se fait absolument pas en apprenant à tuer des infectés avec son père, mais en apprenant à regarder en face la mortalité de sa mère et, par extension, la sienne propre. À ce sujet, le film aborde de façon un peu plus directe le droit de mourir dignement, qui s'applique évidemment à Isla, mais aussi par extension aux infectés, qui restent des humains malades avant tout, et absolument pas des morts vivants. C'est l'évidence même et l'intérêt de montrer que les infectés se reproduisent, ce qui introduit le malaise immédiat lors du massacre des rampants, très peu dangereux, ou encore lorsque le soldat suédois est prêt à tuer le nouveau-né, qui semble pourtant avoir échappé à l'infection. Cette fureur faisait déjà partie de l'humanité bien avant l'infection. On retrouve cette frénésie, cette effrayante exubérance humaine dans les images de la fête organisée pour le retour de Spike et qui s'avère très anxiogène pour lui tandis qu'il est encerclé d'adultes désinhibés par l'alcool. Ce qui sépare l'homme de la bestialité, c'est notamment la culture. C'est pourquoi le film insiste sur l'alpha qui utilise des têtes rattachées à leur colonne comme trophée en opposition avec les monuments mortuaires établis par le docteur en mémoire de tous les morts. En effet, ce qui a le plus de sens dans le monument ossuaire du docteur, c'est que tous ces gens ne sont plus que des humains, ensemble, la différence entre infectés ou non infectés a totalement disparu de tous ces crânes. Le chemin de Spike le mène donc vers un modèle de sagesse, précisément celui que son père n'avait pas su reconnaître en la personne du docteur quand il l'avait invité avec ses compagnons à le rejoindre. En parallèle, on a juste de petites égratignures à notre époque et à la manière dont tous les artifices sont effacés par quelques années sans technologie ni réseau. Spike ne comprend pas pourquoi la petite amie du soldat suédois a les lèvres botoxées et on lui envie un instant cette innocence retrouvée et cette expression de bon sens enfantin. Malheureusement pour lui, la situation est plus infernale qu'idyllique,
comme le film le souligne en supprimant le S du logo Shell de la station-service abandonnée pour ne laisser que le Hell. On peut regretter, c'est vrai, le peu d'interaction entre le père et la mère, mais c'est une nécessité de l'histoire. Jamie affiche tout le courage physique qu'on attend d'un guerrier, mais il ne parvient pas à réunir celui de faire face à la souffrance et à la maladie de son épouse. En résumé, il est plutôt dans la fuite en avant que dans une tentative de l'accompagner, du moins sur la base de ce qui nous est montré. Attention, je ne dis pas du tout que c'est facile pour Jamie, ni que Jamie est un personnage entièrement négatif. D'ailleurs, il sera intéressant de voir de quelle manière il évolue dans le prochain film, puisqu'apparemment, il en fait encore partie. Parmi les autres sources de frustration possibles, on a la piste de l'accès à l'île qui est découvert par l'alpha, mais qui n'est ensuite pas du tout exploité. Cet alpha qui meurt sur la jetée est vraiment con au final, puisqu'il n'a prévenu aucun de ses congénères. Mais bon, c'est un alpha. De mon point de vue, la mise en scène de l'introduction du culte de Jimmy Crystal est volontairement kitsch. Jack O'Connell et son gang en survêtements flashy aux acrobaties ridicules sont un mix entre les Teletubbies et les Power Rangers, les deux ayant été référencés auparavant dans le film. Cette façon de les filmer permet d'exprimer aussi bien la manière dont Spike les voit, après tout il n'a que 12 ans, la manière dont ils se voient eux-mêmes et surtout le terrible mauvais goût de ce qu'ils font. De prime abord, ce groupe, on dirait un mélange entre des accros à l'adrénaline qui traiteraient le combat contre infectés comme un sport extrême et une façon d'imaginer ce que pourraient devenir certains de ces gens qui disent qu'ils s'en donneraient à cœur joie en cas d'apocalypse zombie. En résumé, il déchaîne une violence supérieure dans son sadisme à celle des infectés, et on peut parier qu'il s'agit là d'antagonistes en puissance pour la suite. Et puis il y a le fait qu'ils portent tous des noms dérivés de Jimmy, ce qui pourrait laisser supposer un lien d'admiration envers le personnage de Jim, qui est évidemment le grand absent du film, même si Cillian Murphy en est coproducteur. On sait qu'on devrait le retrouver dans la suite, voire même au centre d'un éventuel troisième film. Le flashback sur l'enfance de Jimmy nous le montre en survivant qui s'interroge « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jimmy incarne donc l'inverse, la déshumanisation et la destruction méthodique des infectés. Enfin, on peut se poser la question d'un éventuel enjeu autour de la nouveau-née Isla, née non infectée d'une mère infectée et potentielle porteuse d'un vaccin. Voilà qui ferait trop The Last of Us, je suppose, mais sait-on jamais. Un film imparfait donc, mais intéressant, qui ne m'a vraiment pas laissé sur le côté, qui m'a impliqué dans ce qui se passait, qui m'a donné envie de voir l'histoire dans son ensemble, avec un prochain opus qui serait théoriquement prévu au cinéma pour début 2026. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, pensez aux commentaires, aux pouces, aux abonnements. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.